l'Association des auto-entrepreneurs de la diaspora africaine a l'honneur de rencontrer, en tout cas de recevoir Francine Ridouano. In English, why not? Qui est coach professionnel et qui va vous parler de l'adaptabilité culturelle et professionnelle. N'ayez pas peur. Elle est là, elle a toutes les clés pour nous décortiquer ces mots-clés et puis nous dire en quoi aujourd'hui celles qui entreprennent, comment elles doivent s'approprier de cette notion d'adaptabilité culturelle et professionnelle pour apporter une plus-value dans leur façon de vendre, dans leur façon de communiquer. Très rapidement, celle qui va vous présenter la conférence a un parcours très riche, sachant qu'elle a été professeure d'éducation physique sportive, une athlète de haut niveau. Encore mieux, elle est chanteuse et elle est saxophoniste. Alors vous allez nous dire, mais pourquoi coach professionnel qui va nous parler d'adaptabilité culturelle et professionnelle? Je pense que son vécu et son parcours lui procurent toute une légitimité pour nous en parler. Alors, Francine. Alors tout d'abord, merci Moussa pour cette belle présentation. Je vais commencer par une chose. Je suis venue hier pour rencontrer toutes ces belles personnes sur les stands. Je pense avoir fait le tour de tous les stands, je l'espère. En tout cas, si je ne vous ai pas rencontré, je serai là juste après. Je prendrai le temps pour cela. Et j'ai été très, très agréablement surprise de voir à quel point vous toutes, mesdames, vous faites preuve de courage, d'audace, parce que c'est pas évident de se mettre à son compte, même si on parle de facilité dans la mise en place d'une micro-entreprise. Moi, je considère que nous sommes toutes des entrepreneuses et pas des micro-entrepreneuses ou auto-entrepreneuses. Nous sommes des entrepreneuses, je dis bien nous, parce que je le suis également, et je sais combien c'est difficile de percer dans le monde professionnel, et encore plus quand on est une femme, et encore plus quand on a des stigmates, entre guillemets, je vais rajouter. Voilà, donc c'est un parcours, en tout cas moi pour moi, cette vie malheureusement a été un peu un parcours d'obstacles, et ça tombe bien, je faisais de l'athlétisme, et les obstacles, en fait, j'aimais ça. Donc je faisais un peu de 100 mètres haies, je faisais de la longueur, tout ça. Donc ça a été un petit peu, ma vie, un parcours d'obstacles, et j'ai toujours dit, c'est pas grave, parce que même s'il y a des difficultés qui se présentent à moi, j'en ai aujourd'hui fait une très, très grande force. Et je suis devenue coach. Coach, c'est un mot qui limite dans la bouche, dans la tête des gens, c'est comme un gros mot. Sauf que ce métier, en fait, il existe depuis des années et des années. Quand on me dit, oui, mais coach, il y en a partout, tout le monde devient coach. Ah ouais? Et ton boulanger? Il n'y en a qu'un seul dans ta ville? Il y en a partout. Il y en a à tous les coins de rue. Des coiffeurs, il y en a partout. On a besoin de coach. Quand je vous dis que c'est un métier qui existe depuis très longtemps, il y a très longtemps, dans les années 80, des mentors. Quand une personne arrivait dans une entreprise, à chaque fois, il y avait quelqu'un pour l'accueillir. Aujourd'hui, quand on arrive dans une entreprise, on est laissé de côté, on doit se débrouiller tout seul. À chaque fois. Donc se débrouiller tout seul, ça veut dire aller chercher les consignes, les bonnes règles. Et quand on travaille dans un milieu où des règles de sécurité sont vitales, importantes pour notre sécurité, on peut très vite aller à l'erreur. Et l'erreur, dans le milieu de l'entreprise, on n'y a pas le droit. On n'y a pas le droit. On n'a pas encore compris que pour avancer dans la vie de façon sereine, on doit autoriser l'échec et l'erreur. C'est indispensable. C'est ce qui nous amène à comprendre plein de choses et ce qui nous amène à exprimer notre créativité. Ici, j'ai vu des femmes très créatives. J'ai eu des femmes avec beaucoup de talent et franchement, j'ai été épatée. Donc, côté créativité, je crois que ça démontre bien que pour la plupart, vous êtes toutes hyper bien dans votre peau. Le thème de l'adaptabilité, donc de quoi il s'agit? Eh bien, tout simplement pour pouvoir on va dire, s'intégrer dans la vie, eh bien, on a besoin de s'ajuster. Comment on s'ajuste? Eh bien, tout simplement en
changeant d'état d'esprit, si on a des croyances limitantes, on a des croyances, des bonnes croyances, et on a des croyances limitantes, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on se met des obstacles, des barrières tout seul. Et également, on est tellement souple du fait qu'on a eu une éducation où il y a eu donc de la soumission, clairement. Moi, j'ai grandi dans une famille où j'étais soumise à mon père, et ça m'a empêché d'exprimer en fait différents talents, d'exprimer tout mon potentiel. Et pourtant, j'étais une créative. Donc cette adaptabilité, c'est la capacité à s'ajuster à toutes les situations, mais par contre, sans trahir nos vraies valeurs. Et donc mettre de côté notre fameux cerveau reptilien, donc les automatismes, sortir du mode automatique pour utiliser son cerveau donc préfrontal, celui qui permet de réfléchir. Donc vous savez, quand on vous dit quelque chose, on vous demande un coup de main, on dit est-ce que tu peux me rendre service? Et votre gentillesse, moi en tout cas mon côté Mère Teresa m'a toujours fait du mal, dans le sens où je disais oui, et puis après je me disais mince, en fait je peux pas. J'ai un ami comme ça qui avait pour habitude de tout le temps dire oui à tout le monde, et il s'est retrouvé une soirée, à 6 soirées au total dans la même nuit. Et lui, il était mal, et parfois, c'était les autres, en fait, qui lui en voulaient. Donc, quand on fait preuve de souplesse, c'est bien. Aujourd'hui, on prône la flexibilité à tout va, on prône l'agilité à tout va. Vous savez, vous avez dû entendre parler des coachs agiles. Moi, il est hors de question, je ne veux pas me présenter comme coach agile. Pourquoi? Parce que la souplesse, à partir du moment où elle est exagérée, où on ne sait pas dire non, on ne sait pas être assertif, à coup sûr, on rentre en suradaptabilité. La suradaptabilité, c'est quoi? C'est porter un masque, c'est être quelqu'un d'autre, être un caméléon, se fondre dans la masse, porter les couleurs des autres, mais ne pas afficher ces couleurs de peur de ne pas plaire, de peur d'être rejeté, etc., etc. Et donc, comme on a tellement de peur en nous, qu'on va rester en mode automatique, on va être stressé, et c'est ce qui cause, donc cette fameuse suradaptabilité, autant de mal-être, autant de burn-out dans les entreprises. J'ai connu toutes ces choses-là. J'ai connu les discriminations, même si je suis métisse, je l'ai connu. Donc juste la petite parenthèse, je suis mauricienne et réunionnaise, au cas où. Dans mes recherches d'ADN, j'ai compris que j'avais 12 origines au total. Mon père étant, ils ne sont plus mes parents de ce monde. Mon père était indien, sa maman, donc mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère était du Mozambique. Et puis voilà, l'Inde et ma mère étaient réunionnaises blanches, donc c'est-à-dire issues des familles, les colons. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, c'est des choses qui me tiennent à cœur, les origines, la discrimination. On est avec des gens, des femmes qui entreprennent. En quoi cette notion aujourd'hui peut être utile, la notion d'adaptabilité, à ces femmes qui entreprennent? Alors, culturel, pourquoi? Donc, quand j'interviens en général, j'enlève la partie culturelle. Pour aujourd'hui, quand j'interviens, donc par exemple ici, j'ai donc une amie qui est la présidente de l'association réunionnaise d'Aquitaine, et nous nous sommes rencontrés récemment en septembre lorsque j'organisais donc la fête CAF, la fête de l'abolition de l'esclavage, avec donc l'association Mémoires et Partage. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc je suis bénévole là-bas, et ça a été une véritable révélation et un rapprochement de mes origines. Donc pourquoi est-ce que je suis venue? C'était une évidence lorsque j'ai vu apparaître ce post sur un groupe WhatsApp donc d'une association avec qui j'ai fait connaissance, Maman tu es belle, et qui m'a invitée sur différentes prestations. Et je me suis tellement sentie bien, tellement à ma place, cette place que j'ai cherchée toute ma vie et que je n'arrivais pas à trouver dans le domaine professionnel, même pas dans le milieu sportif. Et bien là, je l'ai trouvée. Et donc, quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit, ok, je l'appelle. Et donc, j'ai eu Fatou, et je te remercie, Fatou, donc, de m'avoir donné cette opportunité d'être là aujourd'hui, parce que c'est un réel plaisir, un véritable honneur d'être parmi vous, parce que je suis persuadée d'une chose, je n'interviens pas sur le volet administratif, mais véritablement sur le volet humain. Donc, pour n'importe quelle personne, il est important
d'apprendre à mieux se connaître. D'apprendre à mieux se connaître, ça veut dire donc développer une meilleure connaissance de soi, conscience de soi, puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on utilise notre mode automatique pour pouvoir agir. Sauf que ce mode automatique, il est constitué de beaucoup d'ego, et l'ego, malheureusement, ne nous veut pas que du bien. Il nous empêche de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire il nous empêche d'exprimer notre libre arbitre, il nous empêche donc d'être créatifs. Et si nous ne sommes pas créatifs, eh bien, nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Être nous-mêmes, c'est quand même, il me semble, l'essentiel. Si on vous demande d'être quelqu'un d'autre, on vous demande par exemple, parfois ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, on va vous demander, en vous embauchant, je veux que tu sois créatif, je veux que tu sois créatif, et je veux aussi que tu me rendes des comptes, et je veux que tu sois autonome. En fait, on fait plusieurs demandes en même temps, mais pour pouvoir être créatif, eh ben, faut qu'on nous foute la paix. Il faut nous laisser du temps. Et quand on est entrepreneur, on s'engage dans une activité où on est entièrement responsable de ce que l'on fait. Mais même en étant responsable, on a des gens derrière nous, nos proches en particulier, qui parfois, pour notre bien, parce qu'ils ont envie d'être bienveillants avec nous et parce qu'ils ont des peurs profondes, vont nous mettre des bâtons dans les roues et vont nous empêcher d'évoluer. Donc le but, c'est de vous faire prendre conscience que vous avez toutes les cartes en main. Si vous avez eu envie d'aller vers un métier en particulier où vous êtes chef d'entreprise, parce que c'est vraiment le cas de le dire, c'est que vous avez été motivé par une passion. Et c'est pas. Alors j'ai vu des jeunes, et je trouve ça génial, des jeunes étudiantes et autres, je trouve ça génial. Mais certaines d'entre vous ont peut-être eu un déclic à un moment donné de se dire, en parallèle à leur boulot, qui était donc probablement et qui est probablement toujours un job alimentaire, de se dire j'ai besoin de me réaliser. Et en se réalisant, quand on fait des choses qui nous plaisent, on n'a pas l'impression de travailler parce qu'on se donne entièrement. Mais attention. C'est un piège, ça peut être un piège. Parce que quand on est passionné par son métier, on peut très vite y laisser des plumes. J'en ai fait l'expérience, travailler 15 heures par jour. Et là, j'ai pu tester, étant spécialiste de la gestion du stress, j'ai pu tester tous les symptômes liés au stress et qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes. Donc voilà, moi, ce que je fais en gros de la prévention, et j'aide les personnes à agir en fonction de leurs forces et pas en fonction de leurs points faibles. À quoi ça sert, si on réfléchit bien, de travailler sur ces points faibles alors qu'on a tous des forces? On a 24 forces au total et 5 principales. Mon but, en tant que coach, accompagnatrice, c'est de vous aider à déceler en fait au moins une force. Combien de fois j'ai une sœur qui m'a dit « Moi, j'ai pas de talent. J'ai pas de passion ». Ben si, en fait. Et c'est pas la seule. Il y en a plein qui me l'ont dit. Et alors, ça, c'est mon job, de vous aider, dans un premier temps, à chercher vos forces. C'est pas compliqué de chercher ses forces. Il suffit d'aller chercher ce qu'il y a de négatif dans ce que vous faites, parce que dans une qualité, il y a son excès. Et quand on trouve l'excès, qui en général, on le trouve dans les reproches qu'on peut nous faire, eh ben, ça, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est gentil va être gentil à l'excès. Et en général, on n'aime pas les gens qui ne sont pas naturels. Et quand il est comme ça, c'est qu'il se cache derrière quelque chose. Quelqu'un qui est serviable, c'est quelqu'un qui va devenir servile, esclave. Donc là, non plus on n'aime pas. Mais par contre, celui qui va être en face de vous, qui a un intérêt à profiter de vous, je peux vous garantir une chose, il ne va pas vous lâcher. Et plus vous allez montrer votre souplesse, être gentil, plus vous allez fabriquer vous-même un tyran en face de vous. Le tyran, il n'est pas né tyran. Vous savez, les enfants, quand vous voyez des familles avec des enfants qui hurlent et les parents sont là tout gentils, mais non, c'est rien, et puis sans arrêt. Mais en fait, vous travaillez juste à ce moment-là à rendre votre enfant tyran.
Voilà. Juste, le mot, c'est on est tous responsables de nos actes. Tous. Juste pour terminer, vous savez, quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, déjà d'une, ça permet de relativiser un petit peu. Quand on sait que, quand on a en fait cette souplesse, quand on s'adapte, quand on s'en suradapte, pardon, c'est qu'on a une souplesse. Ça vient de nous, donc ça veut dire qu'on peut agir sur nous. Comment agir? En développant une meilleure conscience de soi. Donc la meilleure conscience de soi, c'est apprendre à s'aimer, donc développer une belle estime de soi-même, et ça veut dire s'affirmer. S'affirmer, donc avec l'assertivité comme outil, et apprendre à être stratégique. Stratégique, ce mot-là a été comme un gros mot pour moi pendant très longtemps, parce que ça voulait dire que j'allais trahir ma personne, j'allais manipuler les gens. Mais en fait, il y a différentes manières de manipuler. Il y a la manipulation positive et il y a la manipulation qui, là, peut être vraiment toxique. Et là, dans un but, un profit, comme des entreprises. Donc, à partir du moment où on sait qu'on a une marge de manœuvre qui est suffisante pour pouvoir faire bouger les choses et qu'on prend conscience que parfois, c'est notre éducation, nos parents qui nous ont mis sur des rails tout tracés et que du coup on a été embarqués dans un train à 300 à l'heure et que c'est compliqué de descendre ce train parce qu'on n'ose pas dire à nos parents « non, c'est pas mon truc, j'ai peur, je veux pas aller là-dedans », ben, pour le coup, on reste, j'ai quelqu'un, une connaissance, qui elle, à l'âge de 29 ans, après avoir passé un doctorat en droit, ben, s'est rendu compte qu'elle voulait pas du tout travailler dedans, et qui a repris des études derrière. Mais il y a des tas de jeunes comme ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle la réussite par procuration. Et parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Vous savez ce que c'est que l'impuissance apprise? Non? Ou acquise. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est l'histoire d'un éléphant avec son dompteur. Le dompteur attache la patte de l'éléphanto. L'éléphanto se bat parce qu'il ne veut pas être attaché, il ne veut pas être emprisonné. Et là, du coup, il grandit, cet éléphant. Et à chaque fois, il se laisse faire parce qu'évidemment, il s'est résigné. À un moment donné, il n'avait pas de force. C'était trop dur de s'arracher de cet arbre. Donc, du coup, il a pris l'habitude de rester attaché. Et alors, un éléphant, évidemment, ça a une force colossale. Et à partir du moment où cet éléphant a eu un bébé, un enfant, cet enfant, imaginez, il se fait agresser à coups de cailloux par des enfants, eh ben, lui, en tant que papa ou maman, eh ben, voilà, la colère, elle arrive, et il a tellement de colère qu'il enlève ce lien et il casse cet arbre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est tous dans cette impuissance apprise, on croit qu'on n'a aucun impact sur notre environnement, sur la situation. C'est pour ça qu'on dit que tout est possible, à condition de se fixer des objectifs atteignables. Si vous fixez des objectifs qui sont hors de votre portée, évidemment, vous allez vous casser la figure. Donc, step by step, des tout petits objectifs, on se lance chaque fois des petits défis. J'ai vu des personnes ici qui viennent tout juste, il y en a une qui m'a dit que ça faisait 1 mois qu'elle avait créé son entreprise, et elle est déjà là. Waouh! Eh ben, je dis, elle n'est pas du tout dans la procrastination, et c'est pour ça que je dis que vous avez de l'audace, quoi. Voilà. Donc, j'ai donné des petits points, mais moi, je pense que déjà, ça a été un déclic pour moi quand j'ai découvert le concept de l'impuissance apprise, et puis la fluidité. Le nom de mon entreprise, c'est Culture Flow. À certaines, j'ai passé un flyer, il y en a d'autres ici. C'est Culture Flow. Pourquoi culture? Dans culture, il y a la culture, et puis comme Oumar, je me rappelle, désolé. Moussa, je deviens dyslexique à certains moments. Moussa, en fait, a dit, effectivement, je chante. Ça, c'était ma voix, là, ce que vous entendez, c'était mon plus gros complexe. Je détestais ma voix, on s'est moqué de ma voix tout le temps. J'avais une voix de mec. Et pour la première fois de ma vie, je chante avec des hommes dans mon gospel. Hein. Je l'ai accepté. J'avais du mal. Et c'est la preuve que je me suis acceptée, que je m'aime. Hein. C'est des petites choses, hein. Mais si je fais autant de choses, si j'ai autant de passion, si je suis saxophoniste, si je danse le swing, c'est pas pour rien.
c'est que j'aime développer mes talents et parce que, à un moment donné, plutôt que de me victimiser, plutôt que de me plaindre parce qu'on ne répondait pas à mes offres d'emploi et que je disais tout le temps c'est des racistes tout le temps, ben, je me suis dit, plutôt que de me morfondre, il faut que je développe mes talents. Il faut que je fasse tout ce que j'aime. Donc, à partir du moment où vous faites quelque chose, où vous êtes bon, où vous prenez plaisir et où vous vous sentez bien, c'est que vous êtes dans votre excellence. Voilà. Et l'excellence, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas que la performance. C'est performance et surtout bien-être. Le flow. Le flow, c'est la fluidité. La fluidité, c'est capacité à gérer ses émotions et ne pas rentrer dans une cocotte minute où on explose parce qu'on nous interdit d'exprimer nos émotions, d'exprimer notre colère. La colère, j'en avais tellement, il y en a là qui en savent quelque chose, j'en avais tellement que ça a explosé à un moment donné. Ça a explosé quand j'étais par terre. Et aujourd'hui, cette colère, je sais la maîtriser à un tel point que quand je fais des conférences ou que j'accompagne quelqu'un, on me dit « j'ai l'impression que tu m'engueules ». Et ouais, parce qu'en fait, la colère, c'est l'émotion la plus énergisante qui existe. C'est la plus belle des émotions. Il y a 0 émotion négative, 0 émotion positive, que des émotions agréables et désagréables qu'on ne sait pas gérer. Je ne sais même pas quand ça date, la première fois que j'ai entendu parler d'émotion. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une émotion. J'avais pas le droit d'exprimer mes émotions, pas le droit d'exprimer la colère, pas le droit de... Voilà, c'était interdit. Et je pense que ça parle à plein de personnes. Et aujourd'hui, si vous n'exprimez pas vos émotions, si on met un couvercle sur les émotions, un jour ou l'autre, ça pète. Tout le temps. Vous, en tant que coach, comme vous dites, psychologue, vous faites de la psychologie positive, quel conseil donneriez-vous, je pense moi toujours à ces auto-entrepreneurs, à ces chefs d'entreprise, quels conseils leur donneriez-vous pour que ces étapes puissent être gérées comme il se doit? Accepter l'échec, déjà. Sortir de la solitude, déjà. Ce que vous faites aujourd'hui, ça c'est ultra important. C'est régulièrement accepter donc les différents points de vue, la diversité, donc pas forcément rester que avec les personnes de la même culture que vous, mais aller dans des salons d'entrepreneurs. Moi, j'ai vu de très très belles choses sur les stands qui sont très appréciées par tout type de culture. Donc, c'est s'ouvrir aux autres un maximum et pas rester seulement dans l'association africaine ou autre. La solitude, c'est vraiment un point clé. On peut très très vite... encore une fois, quand on est passionné, s'enfermer, et quand on a tendance à être dans l'ego, à être dans la soumission, à s'enfermer encore plus. Et là, on va évidemment être dans une énergie négative, et l'humain a besoin l'un de l'autre. Donc quand on est au contact d'une personne, on se nourrit de l'autre, on apprend de l'autre, on prend de son énergie, on s'alimente. Et il n'y a rien de mieux que d'échanger avec une personne, même si on est timide. C'est un premier petit truc. On va voir une personne qui est juste à côté, on est assise, on lui fait un petit sourire, on la regarde et puis on a une petite approche tout doucement. On utilise un prétexte comme ok, moi aussi je chante. Ah mais c'est génial, et du coup tu chantes quoi comme style? Voilà, un tout petit truc. C'est l'avantage d'avoir des passions quand on a son entreprise. Mais pas que, même quand on n'a pas son entreprise, quand on a un job, par exemple, qui ne nous plaît pas, qui n'a aucun sens, c'est ultra important d'avoir plusieurs centres d'intérêt, ne jamais avoir qu'un seul centre d'intérêt. Un sportif a besoin de sa famille, un sportif a aussi besoin de l'école, a aussi besoin d'amitié, d'amour, etc., etc. Il faut, comme une chaise ou une table, qu'il y ait minimum 3 pieds. Et 3 pieds, c'est instable. 4 pieds, donc 4 centres d'intérêt.